ton est encore monté d'un cran mardi au Nigeria. Le pays vit une crise électorale depuis le report in-extremis de la présidentielle. L'opposition accuse le président Buhari de rappeler les heures sombres de la dictature militaire. Arrestation et incarcération du dirigeant du premier syndicat des professeurs d'université publique en Côte d'Ivoire. Johnson Zabina Kouassi a été arrêté et déféré au parquet d'Abidjan. Des responsables syndicaux dénoncent les faits. L'armée vénézuélienne a réagi aux menaces du président américain Donald Trump. Elle s'est dite mardi en alerte face à toute violation des frontières du pays et a réaffirmé sa loyauté sans faille au président Nicolas Maduro. C'est là l'essentiel à développer au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le temps est encore monté d'un cran mardi au Nigeria. Le pays vit une crise post-électorale depuis le report in-extremis de la présidentielle. L'opposition accuse le président Mamadou Buhari de rappeler les heures sombres des dictatures militaires. Reportage. Le principal candidat de l'opposition nigériane a donné de la voix mardi lors d'une réunion d'urgence de son parti, Parti populaire démocratique. Atiku Abubakar a réagi aux déclarations du chef de l'État qui avait exhorté lundi l'armée à être sans pitié envers les éventuels fraudeurs. Pour son principal challenger, le président sortant n'est pas un démocrate. Il ne croit pas en la démocratie. Lundi, en effet, le Congrès des progressistes au pouvoir a tenu une réunion au cours de laquelle Buhari, en lice pour un second mandat, s'est exprimé sans retenue, disant que si quelqu'un vole une urne électorale ou utilise des criminels pour perturber le scrutin, ça sera probablement le dernier acte criminel qu'il commettra. Cette phrase est perçue comme un appel à la haine et aux crimes extrajudiciaires dont l'armée nigériane est souvent accusée. Pour le directeur de campagne du PDP, le parti au pouvoir prépare des fraudes massives, notamment à travers l'inscription d'1 million d'électeurs fantômes sur les listes électorales ou en ayant infiltré le système informatique de la commission électorale indépendante. Le report des élections présidentielles, législatives et sénatoriales du 16 au 23 février a marqué un très clair changement de ton entre les deux principaux partis qui avaient d'abord appelé leurs supporters au calme avant de s'engager dimanche dans une escalade d'accusations et de propos virulents. La campagne électorale au Sénégal avait enregistré à ses débuts, rappelez-vous, des affrontements entre militants et forces de l'ordre. Mais la situation est au calme depuis que le ministère de l'Intérieur a pris ses responsabilités. D'ailleurs, l'équipe de campagne de Issa Sall se dit plus que rassurée, déterminée à remporter la présidentielle du 24 février prochain, comme vous pouvez le suivre à travers ce duplex. C'est l'effervescence au niveau de chacun et particulièrement chez nous au Parti de l'Unité et du Rassemblement. Donc notre candidat est en ce moment au centre du pays. Justement, quel est le niveau de sécurité en ce moment? Parce que nous savons qu'au début de la campagne, il y a eu quelques malheureux affrontements. Où est-ce que vous en êtes actuellement au niveau sécuritaire? Après les événements de Tampa, donc le ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs depuis le début de la campagne avait l'obligation de mettre en place des équipes de sécurité pour chaque candidat, ne l'a jamais fait. Et c'est permis de se rattraper. Donc il nous a appelé nous-mêmes en personne pour dire qu'il va s'occuper de la sécurité du candidat. Donc nous, en bon républicain, nous avons carrément accepté. Donc actuellement, nous sommes avec une équipe spéciale de la gendarmerie qui nous accompagne depuis ce jour-là. Il y en a qui l'ont refusé. Ousmane Sonko, par exemple, l'a refusé. Bon, les autres candidats, nous ne savons pas où est-ce que ça en est. Mais nous, quand même, nous avons accepté cette équipe de sécurité. Votre candidat Issa Sall est l'un des candidats qui part singleton à cette présidentielle et pas en coalition. Quelles sont les chances qu'il a selon vous? Il a pratiquement toutes les chances de remporter cette présidentielle, puisque l'analyse que nous on a faite au niveau du paysage politique sénégalais, la vraie alliance, c'est le peuple sénégalais. Il a décidé de parler au peuple sénégalais, puisque, in fine, c'est le peuple qui va choisir le président. Il n'a jamais voulu accepter d'être l'otage de qui que ce soit, et là nous avons bon espoir de remporter cette présidentielle. Alors vous avez bon espoir de remporter cette présidentielle, mais aux législatives de 2017, Issa Sall a obtenu 3 députés à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'au niveau du parrainage, Issa Sall est le premier. Mais avec 3 députés à l'Assemblée, c'est déjà une expérience. Vous pensez pouvoir remporter cette présidentielle? Mais absolument, parce que là le baromètre qu'on a, le parti qui était, nous on était parti avec quatre autres coalitions.
On a eu le meilleur parrainage, le meilleur taux de rejet. Nous avons compris qu'en réalité, le vrai interlocuteur, c'est le peuple sénégalais. Ce ne sont pas ces coalitions qui sont en train de tromper les gens, non. Le peuple, c'est au peuple qu'on doit parler et je pense que la stratégie est bonne et ça paye. Actuellement, on voit les foules contraintes, les gens sont en train d'adhérer au parti. Et ce qu'il nous faut, c'est un dirigeant qui est sérieux, qui est compétent et qui dit la vérité au peuple. En plus de Issa Sall, les autres candidats en lice jouent leur dernière carte. La coalition Madické 2019 s'est dit prête également pour prendre les rênes du pays. Le coordonnateur national donne la position de la coalition sur la déclaration de Maître Abdoulaye Wade. Ibra Diouf est reçu au téléphone par Stéphane Sacramento. En ce qui nous concerne véritablement, comme on dit ici chez nous, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout se passe très bien. Et partout aujourd'hui où nous allons, mais les populations disent que le seul candidat responsable avec un programme ficelé, c'est Maître Madické Niang. Alors, Maître Madické Niang, par le passé, ayant été membre du Parti démocratique sénégalais, cette étiquette de dissident, en fait, ne joue-t-elle pas contre lui? Non, absolument pas. Mais je dois vous dire, jusqu'à présent, Madické Niang, comme moi-même, nous sommes tous membres du Parti démocratique sénégalais. Il y a des statuts, il y a un règlement intérieur. Ceux qui parlent, c'est de l'intoxication, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas les textes du parti. C'est ça. Mais que dites-vous de l'appel de Maître Abdoulaye Wade, ancien président, de boycotter, voire de saccager les bureaux de vote ce 24-là? Nous disons que Abdoulaye Wade, c'est notre mentor, c'est notre inspirateur. Mais sur un cas particulier, quand nous avons su que le candidat qui a été choisi, Karim Wade, ne peut pas aller, il y a eu une personne du nom de Maître Madické Niang qui a accepté de jouer les sapeurs-pompiers pour éviter que le parti ne se présente en 2019 sans candidat. Alors, Maître Wade, il a fait sa déclaration, il a son point de vue que certains ne partagent pas, mais nous sommes en campagne. Il ne faut pas attiser le feu. Nous nous sommes fixés un objectif avec des responsables du PDS, avec des citoyens, avec des alliés. Plus de 24 partis sont venus nous rejoindre. Par conséquent, nous avons un seul objectif, c'est de battre Macky Sall et son équipe et de l'enlever de la tête de ce pays-là. Et partout où vous allez, on dit le nom de Macky symbolise aujourd'hui la pauvreté par rapport à tout ce qu'il avait promis à la veille de son élection en 2012. Au Bénin, en prélude aux législatives, la Commission électorale nationale autonome a tenu un point de presse sur le recrutement des agents électoraux. Face aux médias ce mardi, le président de la Commission a fait le bilan de l'opération de recrutement des 10 agents et de la suite qui lui sera réservée. On écoute Emmanuel Tiando sur des propos recueillis par Kevin Achaoui. Dans le cadre de la préparation de ce scrutin, la Sénat a procédé du 30 janvier au 13 février dernier, sur toute l'étendue du territoire national, à une opération d'inscription des candidatures pour le recrutement des agents électoraux, à savoir les coordonnateurs d'arrondissement, les assistants des coordonnateurs d'arrondissement et les membres des postes de vote. En attendant de mieux affiner nos chiffres, nous pouvons déjà indiquer que sur un total d'un peu moins de 45 000 agents à recruter, toutes catégories confondues, nous avons enregistré plus de 123 370 candidatures sur un besoin total d'environ 45 000 agents à recruter. Il a été enregistré plus de 78 370 candidatures supplémentaires, toutes catégories d'agents confondus, même s'il existe des disparités entre les communes. C'est parmi ces candidatures que, conformément à la loi, c'est-à-dire au code électoral, la Sénat va procéder à leur formation et ensuite à leur recrutement. Dans la désignation définitive de ces agents, il sera tenu grand compte des critères définis par le code électoral, notamment la qualification professionnelle, l'expérience et les besoins sur le terrain.
Arrestation et incarcération du dirigeant du premier syndicat des professeurs d'université publique en Côte d'Ivoire. Johnson Zamina Kwasi a été arrêté et déféré au parquet d'Abidjan. Des responsables syndicaux dénoncent les faits. La trêve sociale qui règne en Côte d'Ivoire depuis 2017 risque de se fragiliser. Le président de la plateforme qui regroupe une cinquantaine de syndicats de fonctionnaires s'insurge contre l'arrestation de John Zamina Kwasi. Le secrétaire général et porte-parole de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs a été arrêté lundi et écroué à la préfecture de police où il a passé la nuit. Le syndicaliste et un autre camarade ont été déférés mardi au parquet d'Abidjan dans l'attente d'être présentés à un juge. Cette arrestation abusive, à en croire les syndicalistes, suspend une trêve sociale signée en août 2017 entre le gouvernement et les syndicats. La grève des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la principale de Côte d'Ivoire, est rentrée lundi dans sa 5e semaine. Outre l'arrestation de 2 enseignants, le conseil de discipline de l'université a exclu 4 enseignants pour des violences perpétrées à la présidence de l'université. 7 autres professeurs ont été suspendus de toute activité académique pour 6 à 12 mois. Cette grève, qui touche également les enseignants des écoles primaires et secondaires, paralyse tout le système éducatif du pays. Libération du préfet de la localité malienne de Ténenkou, enlevé en mai 2018 par des djihadistes présumés. Dans le même temps, 4 civils également détenus dans cette région ont été tués. L'action de la sécurité de l'État, plus précisément service de renseignement malien, a semble-t-il porté des fruits. Le préfet Makan Doumbia de Ténenkou, au centre du Mali, enlevé le 8 mai 2018 dans la région de Mopti, a été libéré. D'après une source de sécurité malienne, sous le couvert de l'anonymat, il se trouve depuis lundi à Bamako en soins intensifs. Toutefois, la source d'information a catégoriquement refusé de confirmer ou d'infirmer les informations selon lesquelles cette libération aurait été obtenue lors d'un échange de prisonniers. Par ailleurs, à Toguéré Koumbé, toujours dans le cercle de Ténenkou, dans la région de Mopti, 4 otages de djihadistes présumés ont récemment été tués, selon une source de sécurité malienne et l'association de défense des droits des populations pastorales, Kissal. L'association a annoncé lundi soir avoir appris que des présumés djihadistes ont exécuté 4 bozos qu'ils détenaient à l'entrée du village de Toguéré Koumbé. Depuis 2015, ces attaques se sont étendues au centre et au sud du Mali et le phénomène déborde sur les pays voisins, en particulier le Burkina Faso, le Niger, se mêlant très souvent à des conflits intercommunautaires. L'armée vénézuélienne a réagi aux menaces du président américain Donald Trump. Elle s'est dite mardi en alerte face à toute violation des frontières du pays et a réaffirmé dans la même occasion sa loyauté sans faille au président Nicolas Maduro. C'est à travers une déclaration lue en présence du haut commandement militaire que le ministre de la Défense a donné le ton. L'armée restera déployée et en alerte le long des frontières vénézuéliennes pour éviter toute violation de l'intégrité du territoire. L'autorité a, à l'occasion, réaffirmé l'obéissance, la soumission, la loyauté sans faille de l'armée envers le président, commandant en chef, Nicolas Maduro. Lundi, Donald Trump a mis en garde les chefs militaires vénézuéliens, estimant qu'ils couraient à leur perte s'ils refusaient de se rallier à l'opposant et président autoproclamé Juan Guaidó. Suite à cela, le général Padrino a affirmé que l'armée ne permettrait pas la mise en place par la force d'un gouvernement antipatriotique. Faisant référence à l'aide d'urgence stockée notamment à la frontière colombienne et dont le passage est bloqué par l'armée, le général Padrino a déclaré que c'est un tissu de mensonges, de manipulation, une sorte de campagne psychologique mise en œuvre contre le Venezuela pour obtenir le pouvoir. Juan Guaidó a envoyé mardi un message aux chefs militaires déployés aux frontières du Venezuela pour leur demander de désobéir aux ordres du chef de l'État. Il a appelé à de nouvelles manifestations samedi pour exiger l'entrée de l'aide humanitaire, catégoriquement refusée par Nicolas Maduro, qui y voit des prémices d'une intervention militaire américaine.
Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez quand même câblés Sika. Le programme se poursuit.